Madame Duverne, merci d'être venue. Je sais que vous attendez ces résultats avec une grande impatience, et même une grande anxiété. Merci docteur. Pierrot, mon mari, voulait venir, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'entendre cela seul d'abord. Nous prions chaque jour, vous savez. Nous avons une foi inébranlable. Je le sais, et c'est précisément parce que je mesure l'importance de votre espérance que ce que je vais vous dire est si difficile. Les résultats des examens approfondis sont sans appel. Je dois vous annoncer une nouvelle très difficile. Difficile, docteur, parlez, je vous en supplie. Aminada, disons, Madame Duverne, vous souffrez d'une maladie gynécologique complexe et malheureusement incurable, appelée syndrome d'Aschermann. Le syndrome d'Aschermann, je n'ai jamais entendu ce nom. C'est une pathologie rare. Pour que vous puissiez comprendre, laissez-moi vous expliquer très simplement le processus. L'utérus est un muscle extraordinaire, une poche destinée à accueillir un embryon. Sa paroi interne s'appelle l'endomètre. C'est un tissu velouté, riche en vaisseaux sanguins, qui, chaque mois, se prépare à recevoir une grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, il s'évacue. Ce sont les règles. Oui, je comprends. Dans votre cas, à la suite d'une infection pelvienne silencieuse dont vous n'avez probablement même pas ressenti les symptômes, des adhérences intra-utérines se sont formées. Imaginez la surface délicate et lisse de l'endomètre. Maintenant, imaginez que des bandes de tissu cicatriciel, comme de fines toiles d'araignée fibreuses et résistantes, se soient développées à l'intérieur de votre utérus. Ces adhérences, ce sont les synéchies. Elles ont littéralement collé les parois de votre utérus entre elles. Collé, mais est-ce que cela fait mal? C'est une maladie sournoise vraiment. Son principal symptôme, et c'est sans doute ce qui vous a alerté, est l'aménorrhée, l'absence de règles, ou des règles très peu abondantes. Les adhérences empêchent tout simplement l'endomètre de se développer et de fonctionner normalement. Et pour un bébé, qu'est-ce que cela change pour un bébé? C'est là que réside le cœur du problème. Pour qu'une grossesse puisse s'installer, l'embryon, après sa fécondation dans la trompe, doit se nicher dans l'endomètre, comme une graine dans une terre fertile. Il creuse une petite cavité et s'y implante. Dans votre utérus, Madame Duverne, il n'y a plus de terre fertile. La cavité utérine est oblitérée, rétrécie, déformée par ses cicatrices. Il n'y a tout simplement plus d'espace, plus de tissu sain et vascularisé pour qu'un embryon puisse s'implanter et se développer. Non, docteur, il y a des opérations, non. On peut enlever ces toiles d'araignée. On peut gratter, nettoyer. Nous avons tenté une hystéroscopie opératoire. C'est une procédure mini-invasive où l'on introduit une petite caméra et des micro-instruments pour sectionner ces adhérences. Mais dans votre cas, l'étendue des lésions est totale. Le tissu cicatriciel est extrêmement dense et vascularisé. Toute tentative d'intervention agressive provoquerait des hémorragies sévères. Et pire encore, le processus de cicatrisation qui suivrait l'opération créerait de nouvelles adhérences, encore plus tenaces. C'est un cercle vicieux. La science, aujourd'hui, ne peut rien pour vous. Rien, vous dites qu'il n'y a rien à faire. Jamais. Je suis désolé, Aminada. Profondément, sincèrement désolé. Je dois être clair avec vous, dans votre état actuel, une grossesse n'est biologiquement et physiologiquement pas possible. Votre utérus n'est plus un nid. Il est devenu une prison close vraiment. Mais, et Dieu, nous prions, nous avons la foi. Pierrot, que vais-je lui dire? Comment puis-je le regarder en face et lui annoncer que je suis stérile? Que je ne pourrai jamais lui donner l'enfant dont nous rêvons depuis 5 ans? Que notre amour ne portera jamais de fruits? Votre foi, votre amour, ce sont des forces que je ne remets pas en cause, madame. Elles sont même essentielles pour traverser cette épreuve. Mais la médecine a ses limites, et je dois vous dire la vérité de la science. Parlez à votre mari, il vous aime. Ce n'est pas une faute, c'est une maladie. Une terrible fatalité. Une fatalité, c'est un bien grand mot, docteur. Pour moi, en cet instant, cela ressemble plus à une malédiction. Comment un corps créé par Dieu peut-il ainsi trahir l'âme qui l'abrite? Je n'ai pas de réponse à cette question. Aucun médecin n'en a. Mon rôle est de vous soigner, et quand je ne peux pas guérir le corps, mon devoir est d'accompagner l'esprit et le cœur. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Je serai là,
Pour vous et pour Pierrot, pour vous aider à comprendre et à avancer. Avancez. Vers où, docteur? Vers une maison qui restera silencieuse toujours. Merci. Merci pour votre franchise, docteur Charles. Maintenant, il faut que j'aille. Il faut que j'aille trouver mon mari, et lui annonce cette très mauvaise nouvelle. Aminada, enfin, tu es revenu. J'étais si inquiet. Alors, qu'a dit le docteur Paquebot? Les résultats sont bons, n'est-ce pas? Nous savons qu'avec la foi, tout est possible. Pierrot, assieds-toi, s'il te plaît. Ça va, je veux rester debout. Pourquoi? Pourquoi devrais-je m'asseoir? Aminada, regarde-moi. Qu'y a-t-il? Il y a une maladie. Une maladie dont on ne guérit pas. Une maladie, mais on peut soigner une maladie. On va se battre, ensemble, avec l'aide de Dieu. De quelle maladie s'agit-il? Cela s'appelle le syndrome d'Acherman. C'est à l'intérieur de moi, Pierrot. Dans mon utérus, il y a des cicatrices, des adhérences. Comme des toiles d'araignée qui ont tout collé. Des toiles d'araignée, qu'est-ce que tu racontes? On peut les enlever, n'est-ce pas? Une opération? Quelque chose du genre. Non, ils ont essayé de regarder, mais c'est trop dévasté. Le docteur dit que toute opération aggraverait les choses. Que mon utérus n'est plus un nid. Qu'il est devenu une prison close. Une prison, qu'est-ce que ça veut dire, Aminada? Dis-le-moi clairement, en des termes que je peux comprendre. Cela veut dire que je ne pourrai jamais, jamais porter un enfant. Je ne pourrai jamais tomber enceinte. Jamais. C'est impossible, tu as mal compris, le docteur se trompe. Il ne se trompe pas, Pierrot. Les examens sont formels, c'est une certitude scientifique. La science, et notre foi, alors, et nos prières, tous ces soirs où nous avons prié ensemble. C'était pour en arriver là. À un jamais, c'est un mensonge. Pierrot, je t'en supplie. 5 ans. 5 ans à espérer, à faire des projets, à choisir des prénoms. Et tu viens me dire que tout s'arrête aujourd'hui, à cause de toiles d'araignée à l'intérieur de toi? Pierrot, ce n'est pas de ma faute. C'est une maladie. Et comment l'as-tu attrapée, cette maladie? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Comment oses-tu? Je suis ton épouse Pierrot. Fidèle et aimante. Le docteur a parlé d'une infection silencieuse que personne n'a pu détecter. Comment peux-tu penser une telle chose? Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser. Je pensais que notre histoire aurait une suite. Qu'elle serait plus grande que nous. Et maintenant, il n'y a rien. Un mur, un jamais. Pierrot, mon amour, nous allons traverser cette épreuve. Nous avons notre amour. Nous avons Dieu. Laisse-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seul. Tu me rejettes. C'est à moi que cela arrive, et c'est toi qui me rejettes. Je ne te rejette pas, Aminada. Je rejette cette nouvelle. Je rejette ce futur volé. En ce moment, quand je te regarde, je ne vois plus ma femme, et je vois le vide de notre maison. L'écho de tous les rires d'enfants qui ne résonneront jamais. Laisse-moi, je t'en prie. Il faut que je prie. Ou que je crie. Je ne sais plus. Même si tu ne veux pas de moi en ce moment, je suis là. Et je t'aime. Salut David. Est-ce que tu as une minute? Oui. Est-ce que ça va? Et Mélissa, est-ce qu'elle va bien? Bien, merci. Mieux que bien, même. Franchement, pour un troisième, c'est incroyable comme ça se passe vite. Le petit Lucas est un vrai paisible, il fait ses nuits déjà, ou presque. Mélissa est déjà sur pied, elle gère tout comme une chef. C'est une femme extraordinaire. C'est génial. Je suis vraiment content pour vous. Et toi, alors, Aminada, est-ce qu'elle va bien? Oui, tout va bien. C'est bon de l'entendre. Et, toujours pas d'enfant de prévu de votre côté. Non, David, il n'y en aura pas. Jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par jamais? On ne sait jamais, avec la médecine aujourd'hui. Non, c'est biologique. Elle ne peut pas. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est une certitude médicale. Oh, putain, Pierrot, je ne sais pas quoi dire. C'est terrible, je suis désolé. Oui, terrible. Écoute, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais, tu te souviens de ce que je te disais, à l'époque. Avant que tu ne te maries, je te parlais de Patricia. Patricia. Oui, Patricia, elle était folle de toi. Et elle a 3 enfants aujourd'hui, avec Marc. Une belle famille, je me disais juste, parfois, dans la vie, il faut écouter la raison. Le cœur, c'est bien, mais, hélas. Et qu'est-ce que tu veux que ça foute, David?
C'est du passé. Justement, le passé, ça nous rattrape parfois. Tu t'obstinais, tu disais, non, David, Aminada, c'est le choix de Dieu. C'est la femme que le Seigneur m'a destinée. Est-ce que tu te souviens de ça? Tu étais si sûr, si, absolu. Et si je m'étais trompé? Pierrot, Non, tu as raison. J'étais sûr et certain. J'avais cette conviction aveugle. Le choix de Dieu. Et regarde le choix de Dieu aujourd'hui. Un foyer stérile. Un mariage qui ressemble à un chemin sans issue. Je l'aime, David, je l'aime encore, mais chaque fois que je la regarde, je vois ce qui nous manque. Je vois l'absence. Et cette absence, elle crie plus fort que tout notre amour. alors est-ce que tu regrettes? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je regrette le rêve. Je regrette les rires que nous n'entendrons pas. Je regrette une certaine forme de normalité. Parfois, je me surprends à penser à la vie que j'aurais pu avoir. Une vie simple, avec des enfants qui courent dans le salon. Comme chez toi, comme chez tout le monde. Ce n'est pas un péché de penser à ça, Pierrot. C'est humain. Mais ça en est un, David. Penser que j'aurais dû épouser une autre femme, c'est comme trahir Aminada dans mon cœur. Et en même temps, ce doute me ronge. Et si j'avais fait le mauvais choix? Et si je n'avais pas su discerner la volonté de Dieu de mes propres désirs? Tout est brouillé, mon ami. Ma foi, elle vacille. Pour la première fois, elle vacille vraiment. Écoute-moi, tu es un homme bien, Pierrot. Tu as fait un choix par amour et par foi. Personne ne peut te le reprocher. Le « et si » est le pire poison qui soit. Tu ne peux pas reconstruire ta vie sur des regrets. Comment faire, alors? Comment continuer à avancer sur ce chemin, en sachant qu'il ne mène nulle part? Je n'ai pas la réponse. Mais te noyer dans le regret et le doute ne rendra service ni à Aminada, ni à toi. Tu dois trouver un autre sens. Une autre raison d'avancer, tous les deux. Une autre raison. C'est facile à dire, David. Très facile à dire, quand tu rentres le soir dans une maison pleine de vie. Il faut que j'y aille. Le travail m'attend. Avant de te laisser, pourquoi tu m'as rappelé? Tu as ramené Patricia dans tout ça. C'est simple, tu ne voulais pas m'écouter alors qu'on a grandi ensemble, tu voulais écouter quelqu'un que tu n'as jamais vu. Bon, je te laisse. Pierrot, Oui, monsieur. Pierrot, on va être direct. Depuis ce matin, vous êtes assis à votre poste. Votre écran est allumé sur la même feuille de calcul. Pendant 1 heure et 7 minutes, je vous ai observé. Vous n'avez pas tapé un mot, pas cliqué une fois. Vous fixez le vide. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, monsieur. Je suis un peu fatigué, c'est tout. Je vais me concentrer. La fatigue, je connais. Ceci n'est pas de la fatigue. C'est de l'absence. Vous n'êtes pas ici. Votre corps est là, mais votre esprit est ailleurs. Et ça, dans mon service, ça ne passe pas. Je comprends. Cela ne se reproduira plus. Écoutez-moi, Pierrot, je ne suis pas votre confesseur, ni votre père. Mais je suis responsable de cette équipe et de son rendement. Maintenant, vous avez 2 options. Première option. Vous avez un souci personnel, un vrai. Un deuil, un problème de couple, que sais-je. Dans ce cas, nous avons un psychologue d'entreprise. C'est anonyme, c'est confidentiel, et c'est fait pour ça. Allez lui parler. C'est une ressource, utilisez-la. Non, ce n'est pas. Deuxième option. Si la situation est telle que vous avez besoin de temps pour la régler, vous me demandez un congé. Exceptionnel, sans solde, je ne sais pas, on peut en discuter, mais ce que vous ne ferez pas, c'est apporter vos problèmes personnels dans les locaux de cette institution et laisser votre travail en plan. Votre malaise devient un problème pour l'équipe. Ça, je ne peux pas le permettre. Est-ce que c'est clair? Parfaitement clair, monsieur. Je vous présente mes plus plates excuses vraiment. C'était irrespectueux et irprofessionnel. Je vous assure que cela ne se reproduira plus. Bien, je prends acte de vos excuses à cœur. Et je retiens votre engagement. Maintenant, vous avez le choix.
Soit vous travaillez maintenant et je vois une activité concrète dans les 10 minutes qui viennent, soit vous sortez votre téléphone et vous prenez rendez-vous avec le docteur Lavigne, le psychologue. Son numéro est sur l'intranet. Je commence à travailler, tout de suite. Merci, monsieur. Bien. Et Pierrot, ne me forcez pas à avoir cette conversation une seconde fois. Non, monsieur, vous n'aurez pas à le faire.